vous allez voir, c'est assez surprenant comme livre. Laurence donc Vanin en direct avec nous dans moins de 5 minutes. Maintenant, on retrouvera également Stan Gusman. Et avec vous, Stan, dans l'émission, on parlera de la journée internationale du sommeil. Oui, exactement. On va se reposer. Je vais essayer de vous relaxer à ma façon avec ma chronique. Et puis, il y aura le jeu également. Exactement, le jeu. Et avec Geoffrey Chavance, on parlera aussi bien sûr donc cinéma, les news ciné Geoffrey bien sûr, et le monde fantastique d'Oz, c'est ciné Disney. Tout à fait, c'est en 3D en plus, c'est le film à aller voir avec la famille, hein, les parents, les enfants. Allez-y. Donc Sanda Webdela également, mon bon plan donc ce soir de Sanda portera sur la Saint-Patrick. On ira fêter ça au Zénith de Paris ce soir. Et puis également bien sûr on retrouvera les news ciné de Gianni, musique plutôt de Gianni Facetta. Nouveau Empire of the Sun, ce sera à suivre dans le 17-20. Vous restez avec nous, c'est dans quelques instants, juste après l'infotrafic de vos régions. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous enseignez la philosophie à l'université Sud-Toulon-Var et vous venez de publier plusieurs ouvrages, mais parmi lesquels Tintin et Hergé, une aventure de la pensée, aux éditions de la Hutte, comme Thomas vient de nous le rappeler. Alors ma première question, elle est simple, Laurence Vanin, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Parce que paradoxalement, j'ai découvert Tintin relativement tard, il y a seulement 2 ans, et j'ai lu l'ensemble des ouvrages en la continuité, en 2 mois à peu près. C'était un choc. Un choc, oui, parce que finalement, je l'ai lu avec mon défaut, c'est-à-dire ma formation professionnelle, et j'y ai trouvé, oui, immédiatement une philosophie dissimulée. Et je me suis dit, il existait seulement un magazine, un hors-série de Philomag, et je me suis dit, c'est pas suffisant, il faut creuser, il faut aller plus loin, d'autant que j'avais repéré des indices qui me parlaient davantage, donc je me suis dit, ça justifie un ouvrage. D'accord. C'est une bonne idée, finalement. Je crois, maintenant c'est les lecteurs qui apprécieront. L'important c'est peut-être de proposer une autre façon de penser Hergé, en tout cas son œuvre, découvrir à l'intérieur de tous ces albums des illustrations qui correspondent à des plans ou en tout cas à des structures d'un programme de philosophie. C'est pour ça que j'invite les amoureux d'Hergé bien sûr à lire mon ouvrage, mais aussi ceux qui sont en classe de terminale ou même qui vont en faculté faire un peu de philosophie, parce qu'il y a des tableaux, des panneaux avec des grands thèmes qui y sont développés. Et on fait de la philo en s'amusant. Et Laurence, ce livre, c'est un formidable hymne à Hergé, mais Hergé c'est un personnage un peu ambivalent qui a cristallisé nombre de polémiques, et pourtant vous êtes de ceux qui voient dans son œuvre une tintinsophie ou une tintinosophie, comme dirait votre préfacier. Alors comment conciliez-vous ces contradictions apparentes? Déjà parce qu'au départ, quand le premier album est lancé, on sait que Hergé, c'est simplement le tout jeune homme qui lance dans un magazine, on va dire, une planche à dessin. Le 20e, voilà, le petit 20e, exactement, pour des ados. Et puis petit à petit, Hergé lui-même s'est construit en réalisant son œuvre. Et non seulement il s'est réalisé, mais il a proposé des caricatures. Et ces caricatures, c'est paradoxal, mais aujourd'hui, on veut les réinterpréter avec le champ historique que nous connaissons, alors qu'Hergé les voyait de son point de vue en tant que tout jeune homme, et il n'y voyait pas du tout malice, ou en tout cas perfidie. Vous dites qu'il faut être en fait relativiste et non pas littéraliste en fait. Tout à fait, d'autant plus qu'il a été accablé, et justement de son vivant, il a eu la possibilité de répondre par un ensemble d'interviews et de correspondances, et il s'est justifié surtout, il a expliqué que les caricatures n'étaient pas du tout vouées à faire du tort ou du mal, que justement il avait voulu être juste, et par exemple pour Tintin au Congo, entrons directement dans la polémique, il est vrai qu'il utilise un langage en prenant l'accent, on va dire, du pays aux couleurs locales, mais quand tous les gamins se déguisent, que ce soit en petit chinois, en petit africain ou autre, on prend de suite l'intonation, sinon on ne ressemble pas au personnage. Donc c'est plutôt du mimétisme, plutôt qu'un esprit malicieux qui aurait voulu critiquer, on va dire, une race par rapport à une autre. Alors Laurence, qui est Tintin, finalement? Alors Tintin, c'est extraordinaire parce que c'est un personnage qui est lisse, qui est quasiment stoïque, et c'est un personnage qui évolue petit à petit avec Hergé lui-même, parce que l'œuvre d'Hergé, on ne peut même pas dire que c'est un album, c'est toute une vie. Donc le personnage qui crée Hergé a en gros 16-17 ans, et il termine par le Halfart, qui n'est pas terminé d'ailleurs comme ouvrage, et il termine avec sa propre mort. Donc on a un homme qui évolue, mais qui ne peut pas faire évoluer son personnage en lui créant par exemple des aventures amoureuses, etc. Oui, parce qu'il perdra finalement de son charisme et ce qu'il est. Parce que cette ligne épurée ressemble à un masque que chacun peut porter. Et donc dans toutes les œuvres de Tintin, quel que soit l'âge qu'on a, quelle que soit l'origine d'où l'on vient et même le milieu socio-professionnel dont on est issu, on peut se projeter, le Tintin reporter qui est dans les aventures et puis qui dénonce, parce qu'on sait que c'est la course à la corruption
une espèce d'aspect assez manichéen au départ, mais qui s'assouplit dans les œuvres. C'est ce qui fait que son ouvrage est universel en réalité. Il parle à toutes les époques, si on peut dire, depuis sa création jusqu'à nos jours. Non seulement à toutes les époques, mais aussi à tous les âges. On dit de 7 à 77 ans, mais comme on va dire que maintenant la durée de vie s'est un peu accentuée, on pourra même dire de 7 à 107 ans, puisque tout le monde peut lire Tintin, et il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance particulière pour le faire. Alors Tintin avait néanmoins une vie sexuelle ou pas? Alors Tintin, au départ, c'est le tout jeune homme, c'est le petit scout, donc il est entouré seulement dans le premier album d'un animal qui s'appelle Milou. Il faut savoir que Milou, c'est Marilou, la compagne d'Hergé, Oui, et il avait voulu se fiancer et même penser à un mariage, et le père de Marilou s'y est opposé fortement en disant que illustrateur n'était pas un métier. Il doit Donc regretter. oui, et paradoxalement, on voit des postures de Milou dans le livre, enfin dans les albums, habillé de manière féminine. C'est justement parce que c'est l'élément féminin. Milou est protecteur comme une Milou femme. est l'élément féminin dans Oui. Tintin. Oui, l'élément féminin au sens projection, avec une sorte d'indice et de Point de code vue philosophique. pour, Oui, bien celui, sûr, oui, bien pour sûr, celui, en tout cas pour celle qui était désignée, qu'il ne pouvait pas nommer. Il ne faut pas oublier que c'est un fox terrier, et fox c'était l'animal totem Rusé. de Hergé quand il était dans les scouts. Donc c'est vraiment l'animal qui est près de lui. Et pour ce chien, c'est particulier parce qu'au départ, il s'habille aussi en femme, donc enfin avec des éléments de femelle, on va dire. Et aussi, c'est un animal qui parle beaucoup, j'ai presque envie de dire, c'est un peu J'y féminin. venais justement, vous faites de Milou l'incarnation de la conscience animale. Vous signalez qu'il parle, mais c'est un peu le propre des animaux de bande dessinée. Boulet Bill, Rantanplan, il parle aussi. Alors quelle est la spécificité de Milou, Laurence Venin? Ben, Milou, au départ, il parle beaucoup dans les albums, et puis petit à petit, justement, peut-être parce que l'amour pour Milou, la jeune femme, s'estompe aussi avec le temps, il parlera de moins en moins, et il a cette capacité d'utiliser deux langages. Il parle le langage humain avec Tintin et les personnages qui l'environnent, et il parle le chien, on va dire, avec voilà, le waf-waf, avec les autres animaux, c'est-à-dire qu'il s'exprime avec deux langages articulés et qui font signe dans les deux cas. Donc c'est quand même un surchien, j'ai envie de dire. Et dites-moi, Hergé connaît un succès universel depuis sa création, enfin la création du personnage de Tintin, et presque intemporel, on en parlait tout à l'heure. Comment est-ce que vous expliquez ça, Laurence Venin? Je crois parce que finalement, il a abordé toutes les thématiques, il a abordé l'aventure dans l'espace avant même qu'elle ait lieu. On a des personnages qui petit à petit viennent peupler l'univers Hergé, qui sont tous particuliers, le capitaine Haddock qui jure tout le temps, un professeur Tournesol qui a toujours la tête dans les nuages, une Castafiore qui est absolument... Il y a des archétypes. Voilà, il y a des archétypes, donc ça fascine. Et puis en même temps, on se retrouve dans les grands tableaux. Au départ, il est seul avec son chien, petit à petit, il rencontre des personnages, Chang, notamment l'ami. Il s'initie progressivement à l'amitié, une sorte de fraternité. Et puis en même temps, on voit que la ligne de dessin d'Hergé s'affine aussi. La Castafiore qui est le seul élément féminin chez Tintin. Justement non, justement non. Non. Justement non. Alors là c'est assez intéressant parce que ça me donne l'idée du tome 2 pour tout vous dire, vous y venez. C'est l'idée de ce personnage féminin qui pourrait être celui qui est moqué, parce que la Castafiore, bon, c'est pas la féminité absolue, mais c'est la diva capricieuse, il faut qu'elle reste dans ce rôle. Mais à chaque fois qu'elle peut aider les personnages, elle le fait, donc elle a bon cœur. Par contre, il y a énormément de présence féminine dans les femmes qui peuplent l'univers, on va dire, secondaire d'Hergé. Et elles sont toujours discrètes. La femme qui s'occupe de la maison, la maîtresse de maison, ou la femme du colonel ou de l'amiral qui est un peu, comment dire, impétueuse. Et on se rend compte que finalement, on a un portrait de femme des années 1930. La femme discrète qui est au foyer. Voilà. Et en même temps, on se dit, on a à l'esprit aussi Simone de Beauvoir qui disait on ne naît pas femme, on le devient. Et on voit que petit à petit, la Castafiore devient plus humaine, donc la femme devient aussi celle qui se féminise. Laurence Venin, dites-moi une question plus personnelle. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire à Hergé? Moi j'aurais aimé le rencontrer parce que déjà il a laissé des indices dans son œuvre et il y a des choses très émouvantes, notamment sur l'amitié et sur toute l'animal, justement le yéti qui devient l'humain au sens strict, c'est-à-dire qu'il développe un humanisme. Et je crois que je lui aurais demandé pourquoi à un moment donné il n'a pas envisagé de produire peut-être plus pas de morale, mais de réflexion dans son œuvre, c'est-à-dire l'exposer plus directement. Pourquoi tant d'indices et puis pourquoi avoir maquillé en quelque sorte ou camouflé non seulement de la philosophie mais de la psychanalyse et de la symbolique. Peut-être qu'il s'explique un peu plus. Peut-être que c'était inconscient. Il y a une partie peut-être inconscience parce qu'il y a une généalogie au niveau de la famille, on le sait bien,
mais je crois que la construction qui était de plus en plus minutieuse, pouvoir citer Callisthène par exemple, à un moment donné, qui est le neveu d'Aristote, il fallait quand même connaître le personnage. Donc je pense qu'il y avait une érudition. Et le capitaine Haddock est assez érudit aussi, sous son côté rudimentaire. Voilà. Il est érudit et il a un jargon qui donne l'impression qu'il n'est pas. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est que petit à petit dans l'œuvre, Hergé lui-même et par ses correspondances se tourne vers le taoïsme. C'est celui qui dit qu'il prend une forme de sagesse et il confie aussi vers la fin de sa vie qu'il est beaucoup moins tourmenté qu'au début. Donc on se rend compte aussi qu'il y a eu l'évolution du personnage avec beaucoup d'humanisme et de sérénité. Merci beaucoup Laurence Vanin, c'est très Merci intéressant, donc je vous invite à lire Tintin et Hergé, une aventure de la pensée aux éditions de la Hutte. Extrêmement intéressant, effectivement. Merci à vous d'avoir été avec nous et en direct sur SNCF La Radio. Vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20 h. Voici les infos de Grégory Richard. Bonsoir à tous. Émouvant hommage ce vendredi à Montauban. Jean-Yves Le Drian y a salué la mémoire des 2 parachutistes militaires tués par Mohamed Merah l'année passée. Le ministre de la Défense leur a ainsi remis la Légion d'honneur à titre posthume. Abel Chenouf et Mohamed Legouad avaient été tués par balle le 15 mars 2012 par le jeune terroriste toulousain.